Depuis 30 ans, le visage de Paris, célèbre dans le monde entier, n'a pas changé. Et pourtant, en quelques mois, une immense tour de verre a fait son apparition dans le paysage. Tout Paris parle de la construction de cet immeuble. On ne peut pas passer devant sans être assez époustouflé. Venue modifier pour toujours la ligne d'horizon, la troisième plus haute tour de Paris culmine à 160 mètres. Seule la tour Eiffel et la tour Montparnasse dépassent encore cette éminence de 38 étages, qui est 3 fois plus haute que l'Arc de Triomphe. Construite en un temps record, sur un site de 18 hectares, c'est le plus grand chantier de France, celui du futur tribunal de Paris. 100 000 mètres cubes de béton, 12 000 tonnes d'acier. Dans le monde de la construction, ce chantier est totalement hors du commun. C'est le plus grand chantier de ma carrière, ça fait plus de 35 ans que j'œuvre sur les chantiers. On est sur un chantier qui est un véritable challenge pour le constructeur. Les cadences sont exceptionnelles par rapport à d'habitude, tout est exceptionnel. 2 ans à peine pour sortir cette immense tour de terre. Pour relever ce challenge, les constructeurs ont dû se confronter aux lois de la nature et recourir à des techniques innovantes pour repousser les limites de la construction. Il fallait construire les sous-sols dans la nappe phréatique. Avoir mis 3500 mètres cubes de béton en une journée, je pense que c'est quelque chose qui effectivement va rester dans les annales. C'est comme si on construisait un pont dans le ciel de Paris. C'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. En coulisses, une ambition folle, celle de réunir 30 juridictions dans un lieu unique et créer le plus gros tribunal de France. L'idée va être simple. J'ai une affaire devant le tribunal de Paris. Je n'ai qu'un seul endroit où aller, sur le futur site des Batignolles. Mais un lieu unique pour toute la justice parisienne doit pouvoir recevoir 9000 utilisateurs au quotidien. Une des missions clés des experts en sécurité est de concevoir un site extrêmement sûr et doté de technologies de pointe. Le public, lui, on va l'accueillir comme si on l'accueillait dans un aéroport. On va doubler le nombre de caméras installées à Paris, puisqu'on a ici 1500 caméras. Comment les meilleurs ingénieurs, architectes et compagnons ont-ils relevé les nombreux défis de ce chantier titanesque en pleine ville? C'est un palais de justice de plus de 100 000 mètres carrés. C'est une grosse machine. C'est quand même le plus grand en France ou probablement le plus grand en Europe. Entrez sur le chantier exceptionnel d'un futur monument français, celui du tribunal de Paris. Porte de Clichy, dans le nord de Paris. Le terrain de 18 000 mètres carrés du futur tribunal est enclavé entre le périphérique parisien et le quartier des Batignolles. En quelques mois, l'immense tour de 160 mètres de haut est sortie de terre, arborant 50 000 mètres carrés de façade vitrée, soit l'équivalent de 7 terrains de football, pour un chantier historique à 700 millions d'euros. Avec l'objectif ambitieux de centraliser et améliorer la justice dans la capitale. C'est le regroupement de tous les services du tribunal de grande instance et de tous les tribunaux d'instance parisiens. Le constat est simple. Malgré de nombreuses rénovations coûteuses, le palais de la Cité n'est plus en mesure de répondre aux besoins de la justice parisienne, qui se retrouve morcelée. Le problème majeur de Paris, c'est l'éclatement de la juridiction sur 5 sites différents. Plus question pour autant d'agrandir ou de rénover une énième fois le palais de la Cité. Le palais de justice de Paris était saturé. La circulation est extrêmement complexe. Il n'y a pas assez de salles d'audience, il n'y a pas assez de salles de réunion. Les bureaux dans lesquels travaillent les magistrats et les fonctionnaires sont très exigus. C'est des bureaux tout petits, souvent mal aérés, mal éclairés, mal ventilés. Et puis, il y a des kilomètres et des kilomètres de couloirs. Selon les estimations, on oscille entre 27 et 29 kilomètres de couloirs. Il faut donc construire un gigantesque palais moderne. Et le défi est de taille. Créer 3000 bureaux et 90 salles d'audience dans un même bâtiment. Pour y parvenir, une seule possibilité. Ériger une véritable ville verticale, séparée en plusieurs blocs. Le futur palais de justice est constitué de 3 grands éléments. Un bâtiment qu'on appelle le socle, qui accueille des salles d'audience. Un bâtiment qui s'appelle le bastion, qui accueille une zone de détention. Et la tour, qui est constituée de 3 blocs, qui a vocation tertiaire et à accueillir essentiellement les bureaux des magistrats.
Ce n'est donc pas un, mais 3 bâtiments en un qui doivent être construits. 3 zones bien distinctes et pas faciles à faire cohabiter, car elles sont soumises à des réglementations différentes. Dans un palais de justice, il faut savoir que c'est un équipement extrêmement compliqué parce que à la fois on accueille du public avec une partie de salle d'audience, on a des lieux extrêmement sécurisés, on a des lieux de travail pour les magistrats et les fonctionnaires. Ce qui est exceptionnel, c'est de trouver les solutions techniques adaptées afin de répondre à ces diverses réglementations qui, par certains aspects, sont contradictoires. À l'issue d'un appel d'offres, le casse-tête de cette construction pharaonique est confié à l'architecte italien Renzo Piano, qui signera là rien de moins que son 2e monument parisien après le centre Georges Pompidou. Connu pour avoir construit des musées et des monuments dans le monde entier, c'est notamment à lui que l'on doit le célèbre Shard à Londres. Cette fois, le cahier des charges comporte de nombreux challenges. Et l'enjeu n'est pas des moindres. C'est la première fois qu'on construit une tour de Paris depuis plus de 30 ans. Mais dès les balbutiements du chantier, les premières difficultés apparaissent. Alors que les terrassements viennent à peine de commencer, le terrain choisi se révèle à première vue inadapté pour accueillir un tel mastodonte. La particularité du chantier, c'est qu'il fallait construire les sous-sols dans la nappe phréatique. Donc ça a été un des gros enjeux des fondations, puisqu'évidemment, il n'est pas possible de couler du béton dans de l'eau. On imagine bien que ça ne peut pas fonctionner. Avec ses 3 niveaux de sous-sol, le bâtiment nécessite de creuser au-delà de 14 mètres sous terre. Seulement voilà, la nappe phréatique se trouve à moins de 8 mètres. Il faut donc l'abaisser. Et pour cela, il faut recourir à une technique ingénieuse. Il faut construire ce qu'on appelle des parois moulées en périphérie du bâtiment. Les parois moulées forment une boîte sans fond qui s'insère jusqu'à 19 mètres dans le sol. Elle constitue la première enveloppe du bâtiment. Une fois cette enveloppe tout autour du chantier réalisée, on a abaissé la nappe phréatique en mettant des pompes qui puisaient l'eau de manière à descendre artificiellement le niveau de cette nappe phréatique. On a pompé la nappe phréatique pendant à peu près 1 an. On l'a rejetée dans le sol et dans les égouts. Mais une fois le niveau de la nappe phréatique abaissé, pas question de retirer les pompes tout de suite, car la pression de l'eau voulant remonter vers son niveau initial pourrait faire bouger le bâtiment. Et il a fallu attendre le 6e niveau au-dessus du niveau 0, de manière à ce que le poids du bâtiment puisse compenser la pression de la nappe phréatique. Ce premier challenge relevé, le chantier de l'extrême peut enfin continuer. Avec une contrainte majeure, le manque de place. Car si le terrain fait 18 hectares, la structure du bâtiment en occupe déjà 15 à elle seule. Il ne reste donc que 3 hectares pour organiser le chantier. Or, chaque jour, ce sont des tonnes de matériel qui doivent transiter sur cette petite surface. Globalement, il faut faire rentrer des palettes le matin, faire sortir les poubelles le soir et assurer l'entrée et la sortie du personnel entre-temps. Pour assurer ces tâches, pas moins d'une centaine de personnes dédiées exclusivement à la logistique sont nécessaires chaque jour sur le chantier. Des mesures indispensables pour respecter les délais fixés. Si on n'évacue pas les déchets en temps et en heure, il y a une quantité astronomique de déchets qui se fait aux étages et à ce moment-là, donc on peut plus circuler, on peut plus travailler. Des moyens exceptionnels ont donc été mis en œuvre pour faciliter la circulation des compagnons et des matériaux sur le chantier et éviter les embouteillages causés par le balai incessant des camions de livraison. On a un système de réservation de créneaux horaires pour pouvoir permettre à ces camions de ne pas arriver tous en même temps. Chacun des prestataires qui doit livrer doit prendre son créneau pour livrer. Donc il y a une règle, comme partout, quand vous êtes en retard, vous perdez votre place, etc., etc. Sinon, tous les camions arrivent en même temps, donc ça c'est quelque chose qui peut pas être gérable. Donc les camions tournent, ils se débrouillent et on les appelle quand la place est libre. Donc ça c'est une contrainte à gérer parce que pour aller d'ici au périphérique, il doit y avoir 400 mètres. De temps en temps, on peut mettre 35 minutes. Et à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, des ascenseurs ont été installés exclusivement pour le chantier et seront démontés avant la mise en service des lieux. 6 lifts ont été montés, aussi bien pour desservir bien sûr la partie supérieure, mais il y a aussi la partie inférieure. On a 3 niveaux de sous-sol sur le chantier, donc ce qui est important, c'est que le matériel et les hommes arrivent à demeure.
Pour les livraisons de béton, les constructeurs ont réussi à trouver un moyen astucieux pour éviter toute contrainte extérieure. Vous imaginez bien qu'un camion béton qui est coincé dans les embouteillages sur le périphérique, ça peut avoir quelques conséquences sur le chantier en termes de planning et en termes de qualité. La grande chance que nous avons eue, c'est de trouver un fournisseur de béton qui était à proximité de notre chantier. On a réussi à faire un accès direct de la centrale sur chantier sans passer sur les voies publiques. Embouteillage, promiscuité et manque d'espace. Le tribunal de Paris est pris en enclave entre les constructions qui l'entourent. Car le site se trouve en plein cœur de la ZAC des Batignolles, une zone en pleine expansion. S'il y a bien un quartier où l'on construit dans Paris, c'est celui-ci. Vous avez la ligne de tram qui est en train de se construire et vous avez le prolongement de la ligne 14 qui est en train de se réaliser. Donc tout ça fait qu'on est dans un environnement dans lequel il y a quand même beaucoup de chantiers. Et effectivement, en termes de circulation, c'est quand même compliqué. Et si cela peut parfois s'avérer être un avantage, comme dans le cas de la centrale à béton, la situation peut vite tourner au cauchemar. Par exemple, les fermetures de périphériques la nuit, si on n'est pas au courant quelques semaines avant et qu'on a prévu de travailler de nuit pour évacuer les terres, ça peut être un problème. Donc il a fallu parfois adapter nos plannings aux contraintes de la ville de Paris. Nous rencontrions le service des voiries qui nous informait de toutes les modifications de voiries, de sens interdits qui se créaient, de feux, de signalisation, de périphériques, de manière à ce que la logistique soit la plus fluide possible. Toutes ces dispositions exceptionnelles prises, le plus grand chantier de France peut se poursuivre dans de bonnes conditions. Mais le prochain défi pointe déjà le bout de son nez. Une fois la nappe phréatique abaissée et la zone terrassée pour mettre en place les fondations, il faut maintenant couler le radier. Une opération très délicate. Donc le radier, c'est le plancher le plus bas de l'immeuble, qui est le plancher du 3e sous-sol, qui est là pour répartir le poids du bâtiment sur l'ensemble des fondations profondes, les pieux et les barrettes. Et pour une méga structure de la taille du tribunal de Paris, il faut construire un immense radier de 15 000 mètres carrés, soit la surface d'une petite piste d'atterrissage. Très peu de radiers de cette taille existent en France, sauf pour les centrales nucléaires. Mais l'étape est incontournable, car sans le radier, impossible de commencer à monter les murs. Ingénieurs et chefs de chantier se retrouvent face à une nouvelle épreuve inédite. Comment couler un gigantesque radier le plus rapidement possible? Donc il y avait deux façons de le construire, soit de couler des grands blocs, ou alors de répartir ces blocs comme un jeu de dames, et de venir couler chaque jour des cases noires, puis quelques jours après des cases blanches. Ce qui aurait retardé le chantier, et en même temps couler des grands blocs de 3000 m², donc 3500 m3 de béton, c'était quelque chose d'également très compliqué. Malgré la difficulté, les constructeurs vont choisir la seconde option. Pour tout le monde, ce sera une grande première. Jamais 3500 m3 de béton ont été coulés en continu. Et il faut que cela soit fait en une seule journée, car la logistique à mettre en place est énorme et coûteuse. C'est le véritable branle-bas de combat. Tous les acteurs du chantier se mobilisent pour assurer la logistique de l'opération, à commencer par le fournisseur de béton. Nous avons ouvert ce samedi-là 5 centrales, spécialement choisi à le faire samedi pour éviter le trafic parisien. À 5 h du matin, les premières toupies de béton, c'est-à-dire les camions qui transportent le béton, sont arrivés sur le chantier, à raison d'à peu près une toupie toutes les 2 minutes. C'était impressionnant de voir les camions tourner sur chantier. Pas moins de 30 camions toupies sont réquisitionnés pour l'événement, presque toute la flotte du fournisseur. Et pour optimiser la livraison du béton et des 35 000 tonnes de ciment, il y a même des opérateurs qui coordonnent l'opération à distance. Chaque toupie dispose d'un système GPS et nos opérateurs centrales peuvent savoir à tout moment s'ils sont sur la route, s'ils sont arrivés sur chantier, s'ils ont commencé à décharger ou s'ils reviennent à la centrale. Au total, les camions toupies feront plus de 500 trajets entre les 5 centrales d'approvisionnement et le chantier. Évidemment, on avait anticipé plusieurs scénarios, des pompes à béton qui se bloquaient,
Donc on avait des pompes de secours, et puis si les pompes de secours étaient en panne, on avait d'autres pompes de secours qui étaient un peu plus loin au cas où il y a un problème. Des camions de béton de secours au cas où certains camions restent bloqués. Le béton qui arrive est ensuite acheminé par les grues sur l'un des 8 points de coulage. Les compagnons commencent le lissage. Il faut faire vite, mais aussi être minutieux. Selon les endroits, l'épaisseur du radier peut varier entre 80 cm et 1,20 m. Une taille impressionnante, car il doit être très étanche. C'est un radier sous lequel il y a une énorme pression d'eau. La moindre fissure est une faille dans laquelle l'eau s'infiltre. Ce jour-là, les compagnons travaillent sans relâche. En à peine 16 heures, 3500 m3 de béton auront été mis en œuvre. C'est sûr que ça a été une journée qui a été particulièrement stressante. Avoir mis 3500 m3 de béton en une journée, je pense que c'est quelque chose qui effectivement va rester dans les annales. Je vous avoue que personnellement, j'ai un peu fait la fête le samedi soir en voyant que tout s'était bien passé et que le premier challenge du chantier avait été réussi. Un nouveau record est battu pour le chantier du tribunal de Paris. 1 an à peine après le début des opérations, les fondations et le radier sont terminés. La construction en hauteur va bientôt commencer et il est de plus en plus difficile de s'imaginer que ce chantier a failli ne jamais voir le jour. L'histoire du tribunal de Paris nous ramène bien longtemps avant le début du chantier. Ça fait près de 20 ans que cette idée germe dans les esprits parce que la justice a besoin de plus en plus d'espace et que le tribunal dans lequel vous êtes aujourd'hui ne peut plus répondre aux besoins d'une justice moderne. Mais encore faut-il pouvoir trouver un emplacement adapté dans la capitale. Le choix du lieu a été extrêmement problématique et même polémique. Certains voulaient qu'il reste le plus proche de Paris, notamment les avocats. Il a failli aller dans le 13e arrondissement, il a failli aller dans le 14e arrondissement. Et finalement, le choix a été fait d'un emplacement qui se trouve vraiment aux limites de Paris, proche du périphérique. Ancienne enclave ferroviaire censée accueillir le village olympique en 2012, la ZAC des Batignolles présentait avec ses terrains libres les meilleures caractéristiques pour accueillir le tribunal. Et si c'est le projet de Renzo Piano qui séduit le plus, c'est parce qu'il a eu une idée de génie pour jongler habilement avec toutes les contraintes du programme. Au lieu de faire une tour et un bâtiment recevant du public, le socle à côté, comme le prévoient les réglementations de sécurité incendie dans notre pays, nous avons mis la tour sur le socle. Nous l'avons plantée sur le socle. Mais le pari était loin d'être gagné. Car les tours n'ont pas le vent en poupe à Paris intramuros. Et la zone n'autorise pas les constructions dépassant les 37 mètres. Il a fallu réviser le plan local d'urbanisme pour permettre ce qu'on appelle un déplafonnement à 160 mètres. Avec sa grande hauteur et sa localisation éloignée du centre névralgique de Paris, le tribunal ouvre la voie vers un modèle de ville moderne du XXIe siècle, qui construit plus en périphérie et plus en hauteur. Est-ce qu'on arrive à construire la verticale intelligemment ou est-ce qu'il faut éternellement s'étaler et devenir une mégapole gigantesque? Donc ça passe aussi par un certain nombre de symboles. Ici, l'État, avec le palais de justice, s'est aussi montré qu'on peut faire des bâtiments de grande hauteur qui sont intelligents et qui peuvent servir. Mais pour sortir de terre cette immense tour, architectes et constructeurs ont 3 ans à peine. Et chaque étape de la construction doit suivre des réglementations très strictes en matière de sécurité. Car le tribunal abritera entre autres des juridictions extrêmement sensibles, comme le pôle antiterrorisme, et sera pour autant accessible à tous. C'est dans l'enceinte désignée comme le socle que le public sera accueilli en masse. L'architecture du bâtiment est donc indissociable des contraintes de sécurité. On a un bâtiment qui est protégé en sa périphérie de manière passive parce qu'on va interdire tout accès à proximité de véhicules ou d'objets qui pourraient porter atteinte au bâtiment. L'aménagement du parvis est fait de telle sorte que des voitures béliers n'arrivent pas devant la porte. Autre point du cahier des charges, l'aspect extérieur de l'édifice doit être conçu de façon à repousser les intrusions de toute nature. Il doit avoir une façade qui est lisse. Un des souhaits, c'était d'éviter d'en faire une façade facilement escaladable.
Toutes les façades du socle ont été par ailleurs dotées de la technologie Bomb Blast, une technologie de pointe utilisée sur tous les bâtiments sensibles récents. C'est une façade un peu technique, où le verre est collé avec des films mettons en plastique, pour dire simple, qui peut se rompre mais sans éclater, qui permet un mouvement relativement important jusqu'à une certaine pression. Lors d'une explosion, la façade se déforme avec le souffle. Lors de cette déformation, l'énergie du souffle est absorbée par la façade et dissipée vers la structure. L'avantage est de protéger les personnes qui pourraient se trouver à proximité lors de l'explosion. Face à la menace qui pourrait planer sur le bâtiment, les experts en sécurité ont dû réaliser des calculs sur mesure afin d'amplifier les effets Bomb Blast. Les façades du tribunal de Paris compteront parmi les plus solides de France. À l'intérieur aussi, la réalisation de la structure du bâtiment a fait l'objet de modes constructifs inhabituels. C'est difficile de rentrer dans des niveaux de détail sans aller trahir un certain nombre de secrets, mais on est allé sur des choses extrêmement poussées en termes de résistance. Il y a des redondances structurelles en cas d'attentat et d'explosion, de faire en sorte que le bâtiment ne s'écroule pas. Il y a plusieurs techniques d'un point de vue structurel. C'est soit faire un bâtiment un peu en chewing-gum qui absorbe tout, soit faire un bâtiment hyper rigide. Donc, suivant les zones, il y a certaines zones qui se casseront jamais. Et il y a certaines zones qui peuvent se casser, mais sans mettre en péril la tenue de l'immeuble, ni la sécurité des personnes. Et pour réaliser ces structures indestructibles, les ingénieurs ont dû parfois même utiliser des matériaux insolites. Il y a plus d'acier que d'habitude sur certaines zones pour que ça résiste un peu mieux. Et il y a certains procédés constructifs qu'on nous a invités à éviter, parce que pas forcément très pertinent en termes de résistance. Pour certains éléments du chantier, nous avons utilisé du béton résistance C80 sur un bâtiment classique. La majorité du béton, c'est du C30 ou C25. La sécurité des 9000 utilisateurs quotidiens à l'intérieur de l'édifice représente donc un véritable enjeu. Une sécurité qu'il était déjà compliqué d'assurer au palais de la Cité actuelle. Le palais de justice était très difficile à sécuriser, beaucoup trop d'ouvertures, et puis une architecture d'empilement, millefeuille, où à chaque fois on ajoutait des annexes, et donc très difficile à sécuriser. Aujourd'hui, vous voulez comme visiteur aller dans le palais, vous passez par une petite porte, il y a deux scanners, vous êtes pratiquement mélangé aux touristes de la Sainte-Chapelle. Un palais moderne est beaucoup plus facile à sécuriser parce qu'il y a une entrée. Situé dans le socle, l'accueil du public se déclinera donc sur une immense zone de 3200 mètres carrés. Mais pour y accéder, encore faudra-t-il d'abord passer les contrôles de sécurité. Un dispositif de filtrage qui permettra de compter chaque visiteur et de s'assurer qu'aucune personne mal intentionnée ne puisse rester sur le site en dehors des heures d'ouverture. Le public, lui, on va l'accueillir comme si on l'accueillait dans un aéroport. C'est-à-dire que vous avez des scanners, des tunnels aériens X, et puis on fait comme si on allait prendre l'avion, afin qu'on s'assure que les gens qui rentrent dans le palais de justice n'ont pas d'outils ou d'objets qui pourraient perturber la sûreté du site. Une fois dans le socle, les visiteurs pénétreront donc dans la salle des pas perdus. Un immense atrium à la taille hallucinante de 5500 mètres carrés. De là, ils pourront accéder aux 90 salles d'audience, réparties sur 8 niveaux. C'est ici que tout le monde transite, mais impossible pour les différents protagonistes de se croiser avant un procès. La particularité du socle, c'est que se croisent trois flux qui ne doivent pas se croiser. Nous avons les magistrats qui ne doivent pas croiser le public ni croiser les détenus qui ne doivent pas croiser les magistrats et le public qui ne doit pas croiser les magistrats et les détenus. Donc dans le socle, il y a ces trois circulations qui s'enchevêtrent sans jamais se croiser. Pour réaliser ce tour de force, les architectes ont imaginé que les magistrats, dont les bureaux seront dans la tour, longeront les façades orientées vers l'extérieur et arriveront dans les salles d'audience par de petites portes situées derrière l'estrade.
Les détenus arriveront du sous-sol, escortés par des policiers, et emprunteront eux des couloirs internes. Le public, lui, pourra se rendre aux audiences directement via la salle des pas perdus dans le socle. Une fois qu'on sera donc dans ce fameux socle, on circulera librement et c'est très bien ainsi. En revanche, dès lors qu'on montera dans l'IGH, dans l'immeuble de grande hauteur, il y aura un système de sécurité extrêmement renforcé avec donc des badges qui ne seront pas alloués au public. En tout, le site comptera plus de 1350 portes contrôlées par un accès électronique. Mais qui dit 3 flux de communication, dit aussi 3 fois plus de couloirs, d'ascenseurs et d'escalators. Autant d'ouvrages à réaliser pour les compagnons. C'est complexe parce qu'il faut adapter la logistique du chantier à ces circulations et également réaliser plus de circulations que dans un bâtiment normal, notamment des circulations extrêmement sécurisées pour les détenus. Où on évite d'avoir des recoins où on puisse se cacher, d'avoir des matériaux non jointifs qui puissent constituer des cachettes, d'avoir des matériaux solides qu'on ne puisse pas arracher pour ne pas s'en servir comme des arbres. Avec des angles qui ne doivent pas être des angles mais qui doivent être arrondis. Et ce genre de problématiques qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Et si autant de dispositions sont prises, c'est parce qu'aucun recoin des couloirs des détenus ne doit échapper à la surveillance des caméras. Et elles sont nombreuses. C'est l'un des dispositifs de sécurité mis en place, peut-être même le plus impressionnant du tribunal tellement il est inédit. 1500 caméras, c'est l'équipement global du site. 1500, ça doit être à peu près le nombre de caméras installées par la ville de Paris dans les rues. Autant de caméras sur le site du tribunal que dans Paris. Ce sera une première en France. L'un des secteurs les plus équipés sera sans nul doute celui qu'on appelle le bastion. Cet espace d'attente avant comparution ou jugement est perpendiculaire au socle. Une zone extrêmement sensible, parce qu'elle devra accueillir temporairement les détenus et les prévenus. Le bastion va gérer tous les déferlements de personnes qui doivent être reçues par le parquet en vue d'une orientation, comparution immédiate, juge d'instruction, éventuellement déferment devant le juge des enfants. Donc c'est en gros la permanence du parquet qui va se retrouver dans le bastion. Le bastion a été surnommé ainsi car il longe les vestiges de l'ancienne enceinte d'Adolphe Thiers, qui protégeait Paris au XIXe siècle. Il sera composé de 8 étages qui abriteront des bureaux administratifs, d'un restaurant panoramique pour les employés et de 3 niveaux de sous-sol. Sous le bastion, sous 2 niveaux de sous-sol, éclairés naturellement par une verrière, on va retrouver ce qu'on appelle les locaux d'attente gardée, c'est-à-dire les cellules. En tout, 220 cellules seront réparties sur les 2 niveaux de sous-sol. Chaque cellule d'environ 6 mètres carrés sera équipée d'une banquette et de commodités. On est bien loin de la mauvaise réputation de la souricière du Palais de la Cité. Mais cette réalisation représente un nouveau défi pour les compagnons, qui doivent construire une mini-prison au cœur du tribunal, en suivant le cahier des charges très pointu de l'administration pénitentiaire. Le chantier est donc une véritable prouesse architecturale et défie tous les paramètres de la construction en matière de délai et de sécurité. Rien n'est laissé au hasard, et surtout pas l'agencement très stratégique des différents bâtiments. À côté, vous avez aussi un bâtiment qui est en train de se construire, qui s'appelle la DRPJ, qui est le 36 quai des Orfèvres, qui va déménager d'ici peu de temps. Et donc, il y a une circulation qui va se faire en sous-sol entre la DRPJ et le palais de justice de Paris. À 2 pas du chantier se trouveront donc les locaux du futur siège de la police, qui formera avec le tribunal un ensemble appelé cité judiciaire. Le passage souterrain entre les sous-sols du bastion et la DRPJ permettra un transfert des détenus en toute sécurité. Les équipes de construction auront mis à peine 1 an et demi pour achever le gros œuvre du socle et du bastion. À l'extérieur, on commence à distinguer les formes de ce colosse qui sort chaque jour un peu plus de terre. Une tour atypique, basée autour de 3 noyaux. La particularité de ce chantier, c'est qu'il y a en fait 3 tours. Une tour qui culmine à 39 niveaux, une autre à 29 niveaux et une troisième à 19 niveaux. C'est pour cela qu'il y a 3 noyaux.
Chaque tour est ainsi construite à une cadence exceptionnelle grâce à la technique du coffrage glissant. Très innovante, cette technique implique des coffrages. Comprenez des moules aux dimensions des noyaux du tribunal qui ont été préparés et dans lesquels on coule du béton. Dès que les premières quantités de béton ont séché, on remonte le moule à l'aide de vérins et on recommence. Toutes les heures à peu près, le coffrage s'élève de 20 cm et donc on remet 20 cm de hauteur de béton et au fur et à mesure, le coffrage glisse sur le béton et les murs en béton armé sont créés. Donc le principe, c'est de bétonner en continu. À cette cadence infernale, des murs d'1,60 m de haut sont montés chaque jour sur 300 mètres de long. C'est une première ici en France d'avoir réalisé une tour en coffrage glissant. C'est assez peu utilisé en bâtiment. Ça l'est beaucoup dans les pays anglo-saxons et en Asie. Vous l'utilisez beaucoup lorsque vous réalisez des vigies d'aéroport, comme ça a été le cas à Roissy. Vous l'utilisez lorsque vous réalisez des châteaux d'eau. Mais pendant que le béton grimpe tout seul, pas question pour les compagnons de se tourner les pouces. Répartis sur 3 niveaux autour du coffrage, ils veillent à ce que les murs soient bien formés. Premier étage, ils mettent la ferraille. Au niveau d'en dessous, ils coulent le béton. Et encore au niveau d'en dessous, ils finissent de talocher le béton. Ce coffrage glissant, j'ai un peu appelé ça le village, parce qu'ils vivaient complètement un petit peu en autarcie, ils étaient au-dessus de tout le monde. Et donc, entre les compagnons boiseurs, les compagnons ferrailleurs, les finisseurs, les électriciens, on avait à peu près une 50aine de personnes qui œuvraient sur ce coffrage glissant. C'est donc une véritable petite ruche qui se met en marche chaque jour sur le chantier. Une ruche dont les horaires sont fixés au rythme du béton. La journée, quand elle démarre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. C'est le béton qui donne l'arrêt de la journée. Donc ça peut finir à 18h, ça peut finir à 19h, 20h. Il y a eu des journées, on a fini à 22h. Imaginez-vous, il y a une colonne où en continu, il y a du béton qui passe. Toute l'art, c'était de ne pas créer des bouchons sur les colonnes. Sinon, il faut tout sortir. Et nettoyer 200 mètres de colonne. Ça a été un des enjeux de toujours maîtriser notre pompe à béton de manière à ce que jamais les colonnes ne se bouchent. Grâce au coffrage glissant, le tribunal de Paris s'envole chaque jour un peu plus vers le ciel. Un étage est donc construit tous les 2 jours. Et le timing est millimétré. Il ne faut surtout pas prendre de retard, car une seconde équipe, positionnée plus bas, est déjà en train de monter les planchers sur les étages précédents. D'un compagnon à l'autre, on ne vit finalement pas le même chantier. Je me souviens par exemple d'une journée où il y avait des flocons de neige en haut du coffrage glissant et où il pleuvait en bas. Il est arrivé qu'il y ait des jours sur lesquels nous n'avons pas travaillé à cause du vent. Mais là, il faut faire des choix qui sont importants vis-à-vis de la sécurité des hommes qui travaillent sur le chantier. Malgré ces quelques contraintes, en moins de 11 mois, le point culminant de la tour à 160 mètres est atteint. Mais il reste un défi majeur à relever pour le chantier du tribunal de Paris, et peut-être le plus technique, celui de réaliser les 3 niveaux de liaison entre les différents blocs de la tour. Une des particularités du chantier sont les niveaux 9, 19 et 29. Ce sont ce qu'on appelle les tailles de guêpe du chantier, c'est une signature architecturale. Donc l'idée est qu'il y ait des carrefours dans cette grande circulation verticale du haut et du bas qui se croisent avec des plateaux horizontaux et qui deviennent les petites places. Pour éviter que les blocs aient l'air d'être empilés les uns sur les autres et créer une forme plus fluide, Renzo Piano a souhaité que la façade de la tour rétrécisse au croisement de ces blocs. À ces niveaux-là, que l'on appelle des tailles de guêpe, seuls les noyaux de la structure sont apparents. La taille de guêpe, c'est quoi? C'est un immeuble qui se réduit. Alors un immeuble qui se réduit, ça veut dire que il y a une grande partie du poids qui est en porte-à-faux. Donc au final, il faut ramener les efforts vers le centre de cette structure. C'est pour ça que les poutres ont une forme de trapèze, comme cela. Et il faut éviter que ça bascule, quoi. Et pour ramener ce poids vers le noyau, les compagnons doivent réaliser des poutres spéciales en béton précontraint,
un béton différent du béton classique. Donc le principe, c'est on coule le béton avec des gaines dedans. Dans ces gaines-là, il y a des câbles. Une fois qu'on a fini de couler, on vient tirer les câbles avec des vérins, on met des boulons pour les serrer, on s'assure de leur tension avec un dynamomètre. Et une fois qu'on a bien resserré le béton, finalement, celui-ci est plus costaud que d'habitude. Ces câbles d'acier sous tension, insérés dans les poutres, vont les renforcer et augmenter leur résistance aux efforts exercés par le poids des niveaux supérieurs de la structure. Une fois terminés, ces poutres ont aussi pour fonction de renvoyer ce poids vers le noyau. Cette technique et le béton précontraint sont normalement utilisés dans la réalisation d'ouvrages tout à fait différents. C'est comme si on construisait un pont à 100 mètres de haut. Et ça se fait pas tous les jours à Paris. Évidemment, c'est un défi. De l'extérieur, alors que le tribunal atteint peu à peu sa forme définitive, la finesse de ces tailles de guêpe donne une impression de légèreté au bâtiment, comme si chaque bloc lévitait sur celui qui le précède. Mais il aurait été impossible de réussir un tel exploit sans une main-d'œuvre conséquente. Pendant la phase de gros œuvre, le nombre de compagnons présents sur le chantier atteint lui aussi des sommets. On avait prévu une pointe à 1500, on est actuellement à 1600 personnes, c'est assez phénoménal. On a été effectivement obligé de doubler les équipes pour pouvoir rentrer dans ce délai. 1600 compagnons sur un site de 18 hectares. Cela nécessite d'avoir une logistique bien huilée pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. On a monté un cantonnement avec des bâtiments préfabriqués. Dans la mesure où le site est exigu, eh bien, on a fait un IGH avec un ascenseur. Donc c'est un petit IGH qui se situe à côté du grand IGH. Avec ses 30 mètres de haut, cette installation provisoire a elle aussi la taille d'un petit immeuble de grande hauteur. Et même si elle paraît plutôt discrète sur le site à côté de l'immense tour du tribunal, c'est en fait l'une des plus grandes bases-vie jamais montées sur un chantier en France. Et pour fédérer autant de monde pendant le chantier, un petit rituel a lieu tous les matins avant de commencer la journée. C'est un moment fort du matin lors de la prise de contact avec les compagnons et les chefs. Pendant 10 minutes, donc il y a des échauffements qui sont animés par des compagnons qui ont été formés. Et ce qui permet un petit peu aussi de donner un peu de bonne humeur à notre journée qui se présente. Surnommé la danse des compagnons, ce rituel permet de se prémunir contre les petits accidents et de créer de la cohésion sur le chantier. Et c'est peut-être ça aussi, le secret d'une performance aussi remarquable que la construction du nouveau tribunal de Paris. 25 mois après le début du chantier, le gros œuvre touche à sa fin. 25 mois à peine pour construire la 3e plus haute tour de Paris. L'espace supplémentaire qu'offriront les 61 000 mètres carrés du tribunal permettra aux magistrats de travailler dans de meilleures conditions. Pour faire simple, dans ce tribunal, il y a 26 salles d'audience. Dans le futur tribunal, il y en aura 90. Les salles de réunion, il doit y en avoir 6. Là, il y en aura facilement une vingtaine. Donc ça change complètement aussi le rapport au travail. Au total, 30 000 mètres carrés de bureaux et de salles de réunion sont prévus pour les magistrats et les fonctionnaires. Et 10 000 mètres carrés supplémentaires, rien que pour les salles d'audience. Nous aurons la possibilité d'accueillir dans les 4 plus grandes salles d'audience 250 personnes. À l'heure actuelle, au tribunal de Paris, il y a 2 salles qui peuvent à peu près accueillir 150 à 180 personnes, à 190. C'est vraiment très, très problématique. Les salles sont vastes et elles vont permettre à chacun de trouver une place, de s'asseoir, d'attendre. Au-delà de l'idée de construire un bâtiment moderne et admirable, l'idée des architectes était aussi de repenser la justice. Rien de moins. Véritable point sensible dans beaucoup d'administrations, l'accueil représente un enjeu important pour un bâtiment de cette 7 taille. Le tribunal devra donc réconcilier les Français avec la justice, rien de moins.
Et cela commence donc dès l'entrée. C'est la première fois qu'il y a un tel nombre de guichets d'accueil. Aujourd'hui, vous allez au palais de justice, il y a une petite cabanon qui s'appelle accueil. Ici, il y a tout le rez-de-chaussée est destiné aux accueils. Tout a été fait dans ce tribunal de Paris pour qu'on puisse se diriger le plus rapidement et le plus certainement possible vers sa salle d'audience. Ce qui est très compliqué dans le palais de justice historique de Paris. La signalétique devrait être aussi simple que dans un aéroport international où on ne voit pas des gens complètement perdus sur l'affichage pour le prochain vol pour Bangkok. Eh bien, on saura très facilement à quel niveau se situe la salle d'audience. Les innovations de la construction vont aussi permettre aux magistrats de travailler plus efficacement, ne serait-ce qu'en réduisant drastiquement leur temps de trajet. D'abord, la demande était que ce parcours ne dépasse pas 5 minutes. Or, dans le palais actuel, ça peut plutôt durer jusqu'à 10 ou 15 minutes. Et si jamais ils ne se perdent pas dans les couloirs, parce qu'ils ont quand même 22 km de couloirs, nous on n'en a plus que 11, 10 ou on en a coupé la moitié. À l'heure actuelle, pour me rendre dans le bureau de Monsieur le procureur de la République, il me faut 10 petites minutes de marche à pied. Et pour aller voir Madame le procureur de la République financier, là, il faut carrément que je prenne le métro pour aller la voir boulevard des Italiens. Et bien là, nous serons à quelques étages, donc en gros à 45 secondes ou à 1 minute les uns des autres. Même avec ses ascenseurs et ses équipements performants, le tribunal a été construit comme un édifice soucieux de son environnement, sobre et écologique. C'est un bâtiment qui a de fortes ambitions en matière de développement durable. Il y a eu un gros travail avec des façades double pot qui permettent effectivement d'isoler le bâtiment de manière très performante, d'utilisation d'énergie renouvelable puisqu'on va avoir un certain nombre de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment. Les 1700 panneaux photovoltaïques des façades permettront d'assurer 2% de la consommation totale du bâtiment. Mais parfois, l'économie d'énergie se cache là où on ne l'aurait jamais imaginé. Les ascenseurs, quand ils montent, on utilise de l'énergie électrique pour faire fonctionner le moteur. Donc le moteur enroule le câble et puis tire l'ascenseur. Quand il descend, l'ascenseur, il n'y a pas besoin. Le moteur fonctionne à l'inverse et crée du courant. Et ce courant-là, on l'utilise pour alimenter le bâtiment. Mais la vraie révolution verte du tribunal de Paris se trouve au niveau 9, 19 et 29. Ce qu'on voulait faire, c'est le premier immeuble grande hauteur vert. On a quand même 8000 m², presque 1 hectare, de surface verte, de terrasses accessibles. On a entre 400 et 500 arbres. Mais en pratique, planter des terrasses à 130 mètres de haut, c'est loin d'être courant. Ce jour-là, une trentaine d'arbres est arrivée d'Italie. Les pépiniéristes ont la matinée pour les hisser sur la terrasse la plus haute, au 29e étage. Doucement, descends, 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 descends. Et la mission est plutôt ardue. La dernière fois, on devait décharger du coin là-bas, mais aujourd'hui, on peut pas en fait parce que la grue du chantier d'à côté fait interférence avec la nôtre. Et donc, vu qu'ils ont des radars, ils se brouillent et la nôtre peut pas travailler. Mais quand la livraison peut enfin reprendre, les premiers chênes s'envolent dans le ciel parisien. Encore 2 mètres. Vus d'en bas, les arbres semblent flotter au gré du vent. En vérité, c'est presque 1 tonne à chaque fois qui se balance dans le vide, avec un risque constant. Le danger, c'est que l'arbre percute la paroi, tout simplement. Qu'avec le vent, les mouvements de vent, que l'arbre accroche la paroi et du coup, on abîme tout, quoi. Hugo, tu me reçois? Ouais, c'est bon, c'est Hugo, tu peux engager la descente. Nickel, c'est nickel, qu'il allonge à fond comme ça, comme il peut, que ça touche pas la façade. Après quelques réglages, l'opération se déroule finalement sans dégâts. Un moment inoubliable pour les pépiniéristes. Passer des arbres du 29e étage au 19e et même les monter au 29e, je pense que je ferai ça peut-être une fois dans ma vie, alors j'en profite. Le tribunal de Paris peut en effet se targuer d'abriter les terrasses les plus hautes de France. Des terrasses conçues par ailleurs pour récupérer les eaux de pluie. Une condition importante pour remplir les exigences énergétiques fixées par la ville de Paris et la ZAC des Batignolles.
Le plan climat de Paris vise 50 kWh par mètre carré par an. C'est très peu. C'est ce que vous avez normalement quand vous faites du logement. Or, ici, on fait une tour avec des ascenseurs, avec de la climatisation. Et pourtant, c'est le premier immeuble de grande hauteur qui arrive à atteindre cet objectif du plan climat de Paris pour la partie immeuble grande hauteur bureau. Une performance qui ajoute un record de plus au palmarès étonnant du tribunal de Paris. Un mastodonte vert, fonctionnel et construit dans des délais défiant toute concurrence. Le pari est réussi. À l'intérieur de la structure, il n'y a pas une minute à perdre. Le gros œuvre terminé, on pose déjà les premières installations électriques. Tout doit être prêt pour la date de livraison. Le tribunal va être mis en service au cours du deuxième trimestre 2018. Une bonne partie de la ZAC Clichy-Batignolles va être aménagée puisque le grand parc urbain sera terminé, de nombreux bureaux, de nombreux logements vont être livrés, mais on aura encore des aménagements qui ne seront pas totalement au rendez-vous. Les futurs utilisateurs du tribunal ont en effet une inquiétude. La ligne 14, qui doit être prolongée pour desservir notamment la cité judiciaire, ne sera pas prête avant 2019. Les travaux du tramway 3 ont eux aussi été retardés. Quant aux places de parking, le tribunal en aura très peu. On ne peut plus, pour ces grands bâtiments, avoir des parkings pour tout le monde. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un transport public. Nous avons construit le Shard à Londres, qui est quand même une tour de 100 000 m² au milieu de Londres. Il n'y a pas une place de parking. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les 80 places de parking que comptera le tribunal seront donc principalement réservées pour le transport des détenus. Les usagers devront donc s'armer de patience en attendant la mise en service des nouveaux transports en commun. Sur l'île de la Cité, le palais est en ébullition à l'aube du déménagement. Même si le projet prévoit que la Cour d'appel et la Cour de cassation restent sur le site historique, le transfert des autres juridictions pose de nombreux problèmes. Le point le plus délicat, ça va être le basculement de la permanence pénale, c'est-à-dire le moment où un standard téléphonique bascule d'un endroit sur un autre, sachant qu'il y a 80 personnes par jour qui sont présentées au parquet de Paris et que donc c'est une organisation extrêmement compliquée, que toute personne qui est déférée donc à l'issue de sa garde à vue doit être présentée à un juge dans le délai de 20 heures, faute de quoi il est automatiquement remis en liberté. Cette opération historique ne sera pas sans conséquence sur l'ensemble du corps judiciaire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que pendant ce deuxième trimestre 2018, il est évident que la justice parisienne va tourner au ralenti. Mais une chose est sûre, une fois en place, le tribunal écrira un nouveau chapitre de l'histoire de la justice française. Même si la question de son intégration dans le paysage parisien subsiste. Est-ce que les habitants de Paris le reconnaîtront comme leur tribunal? Est-ce que ce bâtiment réussira une transition apaisée entre ce monument historique, à tous les sens du terme, qui se trouve et qui se trouve toujours sur l'île de la Cité, et la justice du XXIe siècle? Sur le chantier, alors que l'épreuve touche à sa fin, c'est l'heure de faire le bilan. Pour certains, le tribunal de Paris, c'est le point d'orgue d'une carrière. Ce sera vraiment l'ouvrage le plus emblématique de ma carrière, c'est clair. On ne construit pas deux opérations comme ça dans sa vie, on n'en fait qu'une. On fait aussi ce métier-là pour dire, en passant devant, j'ai participé à sa réalisation et ça fait quelque chose. Je suis content d'en voir le bout et je pense que ce sera une belle aventure dans ma longue carrière. La première était formidable, c'était le Centre Pompidou. J'ai tout appris avec Renzo Piano. La dernière sera le Palais de Justice. C'est pas la moindre, donc voilà, il y a une certaine émotion là-dedans, j'avoue. Pour d'autres, c'est tout simplement le moment de réaliser qu'on a participé à une formidable aventure humaine. Pour construire un bâtiment historique. Quand vous parlez avec des gens qui ont travaillé sur ce type de projet, ils vous disent « j'ai construit le palais de justice ».
Ils n'ont pas posé des pierres, ils n'ont pas construit des murs, ils ont construit le palais de justice. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans une vie. J'ai 3 petits-enfants. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je passe devant le bâtiment pratiquement fini. C'est sûr que ça me fait plaisir de leur dire, tenez, c'est papy qui a fait ça. Le tribunal de Paris est définitivement l'un des projets architecturaux les plus ambitieux et les plus audacieux de ces 30 dernières années en France. Une construction à 700 millions d'euros pour relever le pari fou de réunir presque toutes les juridictions parisiennes sur un même lieu et amorcer une nouvelle ère de la justice française. Une méga-structure à l'ère de son temps, parée de toutes les dernières technologies de pointe et capable de résister à la menace la plus redoutée. Un chef-d'œuvre de l'architecture moderne qui deviendra sans aucun doute un nouveau grand monument de Paris.